L'instant philo. Le coupable et la victime. Un constat tout d'abord. Il y a des détresses sans coupable extérieur, de l'adversité sans adversaire, des malheurs qui nous accablent sans volonté malveillante qui se cache derrière eux. Il existe des accidents dans nos parcours de vie qui ne peuvent trouver nécessairement de responsables. Cela peut soulager quand on va mal de croire avoir trouvé la cause de nos malheurs dans une personne, un groupe ou un complot quelconque. On préfère croire qu'on est victime d'une grande injustice plutôt que d'être abandonné dans une détresse qui nous paraît absurde ou dont on répugne à chercher l'explication en soi-même. René Girard a su montrer à quel point dans l'histoire, la désignation arbitraire d'un bouc émissaire sur lequel on s'acharne peut être fréquente. Cela sert de soupape de décompression à une société qui passe du simple constat attristé et parfois désespéré du malheur à l'accusation délirante qui précède souvent de peu la violence qui prend le masque d'un légitime châtiment. On projette ainsi son mal-être sur une personne ou tout un groupe qu'on se plaît à haïr, à accabler de tous les maux, voire même à lyncher, persécuter, massacrer. Cela peut faire du bien de faire du mal quand on est mal, mais la culpabilisation, détournée de sa source rationnelle, devient pure accroche de la haine sur un bouc émissaire qui sert d'exutoire. Il faut donc rappeler que nous pouvons être malheureux sans être victimes de qui que ce soit, et par conséquent sans pouvoir identifier un ou des coupables. Rude vérité, tant il est vrai qu'on cherche souvent du sens à la souffrance personnelle en identifiant une volonté de nuire qui en serait la cause. La souffrance est parfois un symptôme qui ne cache aucune malveillance, mais la simple dureté et l'indifférence de l'ordre des choses. C'est alors à nous de nous dégager de ces explications imaginaires qui ne nous soulagent que pour nous plonger dans la haine et le ressentiment. Au lieu de partir à la recherche d'individus à maudire et à punir, mieux vaut balayer devant sa porte. Like anyone else, then you grew and became like the devil himself. Praise to God, I can think of a nice thing to say, but I don't think I can, so fuck you anyway. Toute culpabilisation des autres n'est pas pour autant à rejeter. Avec les mouvements MeToo et Black Lives Matter, la parole de certaines victimes a pu se faire entendre et l'impunité de certains coupables être mis à mal. On peut comprendre que des thèmes liés au contexte historique et culturel nord-américain, insistance sur la race ou encore influence du puritanisme, puissent devenir problématiques dans la réception de ces mouvements. Mais on ne va pas se plaindre d'une mise en accusation légitime de délinquants ou de criminels, ni d'une saine reconnaissance des droits et de la dignité des victimes. Ce n'est que justice. Ensuite, que des personnes prennent prétexte du statut de victime pour se venger ou exorciser leur mal-être à l'aide d'accusations infondées. Ce n'est pas nouveau. Il n'est pas rare non plus que des coupables se présentent comme des victimes. Dans le récent film iranien de Saed Roustahi, La loi de Téhéran, un juge rappelle à un important dealer, qui justifie ses actes par l'insupportable pauvreté dans laquelle se trouvait sa famille, que la misère sociale ne peut justifier l'organisation de tout un réseau criminel. Le fait de se sentir victime peut être un prétexte pour justifier l'injustifiable, au point que certains criminels n'hésitent pas parfois, de façon perverse, à tenir leurs victimes comme les vrais coupables qu'il faudrait punir.
Victimisation et culpabilisation constituent, on le sait, des leviers importants dans les relations humaines, mais elles peuvent être utilisées à mauvais escient. C'est pourquoi il est souhaitable d'examiner de plus près ce qu'il faut entendre par coupable et victime. La culpabilité vient du latin culpa, la faute. C'est d'abord une notion juridique qui s'oppose à l'innocence. Dans son livre « La culpabilité allemande », publié en 1946, le philosophe Karl Jaspers rappelle qu'en droit pénal est coupable le responsable d'un acte objectivement établi, délit ou crime, qui contrevient à la loi et est voué à être sanctionné. La victime est la personne qui a été lésée, voire violentée, à laquelle il faut rendre justice. Dans ce domaine, l'instance compétente, c'est le tribunal, qui établit les faits selon une procédure formelle et leur applique les lois. La culpabilité morale renvoie, quant à elle, aux actes volontairement mauvais et nuisibles que j'accomplis en tant qu'individu responsable. Karl Jaspers, choqué que certains nazis, après-guerre, aient cherché à se dédouaner de leur action en arguant qu'ils ne faisaient qu'obéir à leurs supérieurs, précise « Un crime reste un crime, même s'il a été ordonné, bien que, selon le degré de danger, de coercition tyrannique et de terreur, on puisse admettre des circonstances atténuantes. L'instance compétente, c'est la conscience individuelle. C'est la communication avec l'ami et le prochain, avec le frère humain capable d'aimer et de s'intéresser à mon âme. » Jaspers estime que tous les hommes sont frères et qu'il existe ainsi ce qu'il appelle une culpabilité métaphysique qui fait que chacun d'entre nous peut se sentir concerné dans sa responsabilité humaine de tout le mal que l'homme fait à l'homme. Le propos est noble, mais il pose quelques problèmes. Tout d'abord, l'instance compétente pour juger de cette culpabilité, précise notre auteur, humaniste et chrétien, c'est Dieu seul, ce qui n'est pas éclairant pour qui n'est pas monothéiste. Ensuite, quelle limite donner à la culpabilité métaphysique pour qu'elle ne devienne pas paralysante ni désespérante, pour qu'elle ne devienne pas finalement une croix trop lourde à porter. يلتنا لا تبح لا طير الحمام روح يا حمام لا تصدق بضحك عنا لا تنام يلا تنام لا تبح لا طير الحمام روح يا حمام لا تصدق بضحك عنا لا تنام تشتشي واحد تشتشي والخوخ تحت المشمشي كل ما هب الهوا لقطف لنا دم مشمشي هيو هيلينا نستك لكنك عيرينا تنغسل تيابنا دا وننشر ونعل ياسمينا. Karl Jaspers dégage une quatrième sorte de culpabilité qu'il nomme politique. Cette dernière réside dans les actes des hommes d'État et dans le fait que, citoyen d'un État, je dois assumer les conséquences des actes mauvais accomplis par cet État, à la puissance duquel je suis subordonné et dont l'ordre me permet de vivre. Chaque individu porte une responsabilité par rapport à la manière dont il est gouverné. L'instance compétente, précise notre auteur, est une sagesse politique qui peut mettre frein à l'arbitraire et à la violence en pensant aux conséquences plus lointaines et en reconnaissant la validité des normes s'imposant sous le nom de droit naturel et droit des gens. Ces considérations posent également diverses questions. D'abord, quel équilibre trouver entre responsabilité individuelle et culpabilité collective ? Les défenseurs de l'individualisme moral soulignent qu'on ne peut être responsable que des actes qu'on a soi-même commis intentionnellement. Une formule du prophète Jérémie exprime cela de façon imagée. Durant ces jours-là, on ne dira plus, écrit le prophète, ce sont les pères qui ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont eu mal aux dents. Chacun mourra en raison de sa faute. Quand un homme mangera des raisins verts, il aura lui-même mal aux dents.
De fait, n'est-il pas superstitieux, en effet, de croire que les fautes des ancêtres se transmettent à leurs descendants comme un mal de dents? Et s'il existe une responsabilité collective, à partir de quand et dans quelles conditions les citoyens d'un pays ou les membres d'un groupe bien défini peuvent-ils ne plus se sentir traversés par la culpabilité d'appartenir à un collectif qui a commis naguère des injustices, des crimes et des horreurs? Comme la culpabilité métaphysique, la culpabilité politique peut devenir paralysante, pléthorique, et être utilisée comme un levier par des personnes qui savent en profiter. Toutefois, cette morale strictement individualiste peut ruiner toute idée de responsabilité collective et conduire à une sorte de négationnisme moral. Ainsi, des sénateurs aux USA ont-ils refusé de voter toute aide aux Afro-Américains et Amérindiens, et même de faire des excuses, en prétextant qu'aucun citoyen américain actuel n'est responsable personnellement de l'esclavagisme développé par leurs ancêtres, ni des persécutions des premiers occupants de leur pays. C'est oublier, un peu vite, que ce passé produit encore des conséquences lourdes pour les populations victimes de maltraitance institutionnalisées dans le passé. Ensuite, le philosophe américain Michael Sandel rappelle que la justice ne se réduit pas à la défense de la liberté individuelle. La justice vise aussi le bien-être de l'ensemble des citoyens et la promotion d'une certaine vertu. Par vertu, Michael Sandel entend une attitude de décence face à la condition humaine pensée dans sa totalité, mais aussi un civisme et une solidarité qui prennent en considération la situation des citoyens, quels qu'ils soient. L'individualisme moral a trop tendance à oublier qu'un individu ne peut être séparé de la société et de l'histoire collective complexe dont il est le produit. Rejeter tout discours qui porte sur les méfaits commis par un groupe auquel nous sommes affiliés, dont les conséquences se font encore sentir, est dès lors un manque de profondeur morale, une absence de vertu. La responsabilité collective n'est donc pas un vain mot. Willy Brandt, qui a fui le régime nazi, auquel il a refusé de prendre part, devenu chancelier, est venu s'agenouiller devant le mémorial des morts du ghetto de Varsovie au nom du peuple allemand. Dans le film iranien La loi de Téhéran, le policier qui a arrêté le dealer de drogue, prompt à justifier ses méfaits les plus crapuleux par une détresse sociale, finit par démissionner. Constatant que 6,5 millions d'Iraniens sur environ 85 millions d'habitants sont héroïnomanes, il se dit que la cause de ces trafics ne se réduit pas à l'action de quelques caïds qui émergent des quartiers pauvres. C'est tout un système qui est en cause, dans lequel on peut certes continuer à faire la morale au nom de la responsabilité individuelle aux dealers. Mais quand on veut bien définir qui est coupable et qui est victime, c'est tout un contexte historique et social dont il faut tenir compte. Sans chercher à les excuser, ce policier comprend que les coupables de trafic sont aussi le produit d'une situation de paupérisation et de dérèglement de toute une société. L'histoire ainsi nous lègue souvent des situations complexes. Il y a du passé qui constitue du passif, des héritages dont on se passerait bien. C'est vrai pour le peuple iranien, mais aussi, à vrai dire, pour tous les contemporains qui voient arriver notamment divers dérèglements climatiques. Qui est coupable de cela? Qui est victime? Espérons, en tout cas, que nous saurons être collectivement responsables face à ces nouveaux défis, sans avoir à être jugés coupables de graves inconséquences par les générations futures. Vous trouverez textes et références de cette émission sur le site de l'Association de la Maison de la Culture du Havre. Je propose, pour conclure, d'écouter de nouveau la chanteuse iranienne Golshifteh Farahani dans une composition de Bachar Mar Khalife. Au revoir. يا حمام لا تصدق بضحك
تضحك عنادة لا